2025 est l'année du changement. Car oui, cette saison, 8 équipes sur 10 ont décidé de modifier leur duo de pilotes. C'est quelque chose de bien différent de l'année dernière, où les 20 pilotes qui ont terminé la saison 2023 étaient titulaires au départ du championnat suivant. En conséquence, vous êtes nombreux à m'avoir communiqué votre curiosité quant à ce que vont donner ces nouveaux duos de pilotes. Par exemple, le duel entre Carlos Sainz et Alex Albon sera scruté de très près, puisqu'il va nous donner des indications sur là où en est vraiment Alex Albon aujourd'hui. Et je ne vous parle même pas de Lewis Hamilton et Charles Leclerc, là c'est trop, les qualificatifs me manquent. Aujourd'hui, alors que les tests d'avant-saison débutent dans 20 jours, j'ai pensé que ce serait intéressant d'analyser en détail chaque duo de pilote de la grille. Je vais procéder à cette analyse par ordre de hype entre guillemets. Ce n'est pas un classement basé sur leur performance ou leur talent, ça on l'évaluera plutôt au fil de la saison. Mais c'est plutôt une analyse en fonction de mon niveau d'anticipation pour chacun d'entre eux. Je précise que je tente de laisser de côté la nationalité ou mes affinités personnelles. On commence donc par le bas du classement, à savoir les deux coéquipiers d'Aston Martin, Fernando Alonso et Lance Stroll. C'est effectivement le duo qui me hype le moins cette saison, pour plusieurs raisons assez évidentes. Fernando Alonso a connu un exercice 2024 très cohérent. Moins bon qu'en 2023, certes, mais quand même quelque peu sous-estimé à mes yeux. Il a obtenu quasiment le triple de points de Lance Stroll, et il a largement porté son écurie vers une 5e place au constructeur, qui a été très loin d'être acquise au départ vu le niveau de cette voiture. Car oui, si Alonso était moins dans la lumière l'an passé, c'est principalement la faute à cette monoplace, bien moins brillante qu'il y a 2 saisons. Et cette année, lui ne s'attend pas forcément à connaître de grands changements. L'organigramme de l'écurie a encore une fois été modifié. Honda arrive l'an prochain seulement, et le travail d'Adrian Newey portera surtout sur la saison 2026. Dans ce contexte, on peut s'attendre à ce qu'Alonso continue à réaliser ses quelques exploits par-ci par-là, mais on sent clairement que son objectif porte davantage sur l'an prochain. Rappelons qu'il est sous contrat jusqu'en 2026. Et à moins d'une perte de motivation extrême qui le mènerait à la retraite, c'est probable qu'il attende de voir ce que donne la première monoplace développée par Adrian Newey. Donc il ne devrait pas bouger, il s'attend à une saison difficile. À côté de lui se trouve l'éternel Lance Stroll, et bien sûr lui il devrait rester là pour de longues années encore. À moins qu'il ne se lasse et décide de prendre son envol dans d'autres disciplines, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. On passe au prochain duo de pilotes, et j'aimerais évoquer avec vous les cas de Pierre Gasly et de Jack Doohan. Alors c'est une équipe qui m'offre des sentiments variés. Pierre Gasly sort d'une excellente saison. Il n'a jamais été aussi à l'aise chez Alpine, et j'ai vraiment envie de voir s'il peut confirmer ça cette année. Surtout que son équipe a connu une fin de saison positive, et ça m'offre l'espoir de revoir le Gasly des années AlphaTauri, celui qui portait l'équipe à bout de bras, et dominait largement ses coéquipiers. Mais la situation de son coéquipier justement me laisse un peu plus indifférent, et ça, pour la simple et bonne raison que son avenir semble déjà scellé. De base, Jack Doohan a été placé là un peu par défaut. Ses résultats en formule de promotion sont très honorables. Il a laissé une bonne impression comme pilote de réserve. Mais il n'y a pas de grosses attentes autour de lui. S'il était resté sans baquet en Formule 1 cette année, ça n'aurait pas été un scandale. Tout de même, sa promotion n'est pas imméritée. Et normalement, je serais curieux de le voir à l'œuvre sur une saison complète. Sauf que cette saison complète, il ne l'aura probablement pas. Comme vous le savez, Alpine a engagé Franco Colapinto pour plusieurs années. Ils ont payé cher pour le libérer de Williams. Et ce serait donc surprenant de le voir cantonner à un rôle de 3e pilote. La plupart des médias affirment que le contrat de Doohan est de 5 ou 6 courses seulement, ce qui est sûrement insuffisant pour convaincre Alpine de le prolonger, surtout qu'il sera comparé à un coéquipier comme Pierre Gasly. Pas évident comme situation ça, même si Oliver Roux s'assure qu'il aura sa chance, alors attendons de voir. À la 8e place de ce classement, nous retrouvons nos amis suisses de chez Sauber, avec en vedette Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg. En vrai j'aurais pu les mettre un peu plus haut, parce que ce duo me semble prometteur et un peu sous-estimé. Nico Hülkenberg sort de 2 saisons très solides chez Haas. En 2023 et 2024, il a marqué 50 des 70 points inscrits par son équipe, soit un peu plus de 70% du total rien que pour lui. Il a réussi son retour comme titulaire dans la discipline, et c'est donc tout à fait logique de le voir poursuivre sa carrière en Formule 1. Il s'est engagé avec Sauber, écurie inférieure à Haas en ce moment, mais qui deviendra Audi à partir de 2026. Forcément pour un pilote allemand, c'est une très belle opportunité. Même s'il y a des doutes autour du projet et quelques craintes par rapport au niveau du groupe moteur, il a raison de le tenter. Le problème pour Hülkenberg, c'est qu'au moment de signer son contrat, le staff de l'équipe n'était pas le même. C'est Andreas Seidl qui le voulait absolument, et désormais c'est Mattia Binotto qui est aux manettes. L'aurait-il signé s'il avait eu le choix? Je n'en suis pas sûr à 100%, même si j'imagine que l'engagé était une volonté d'Audi dans tous les cas, et que ça aurait fini par se faire. Mais si jamais une opportunité de marché se présente, eh bien il y a un doute sur leur motivation, même si bien sûr, ce qui comptera à la fin, ce seront les résultats. De l'autre côté du garage, Gabriel Bortoleto a connu une ascension fulgurante pour décrocher son baquet en Formule 1. Il a enchaîné les titres de Formule 3 et de Formule 2, un véritable exploit, pas vu depuis Oscar Piastri. Et c'est totalement mérité qu'il soit sur la grille. Maintenant, c'est le pilote avec le moins d'expérience en Formule 1. Il était dans l'académie McLaren, mais il n'a jamais roulé avec eux en essai libre, au contraire de tous les autres rookies sur la grille. De plus, il débarque dans la pire écurie du championnat.
Une équipe qui vise avant tout une bonne performance l'an prochain, lorsqu'Audi roulera sous ses couleurs officielles. En conséquence, je suis curieux de voir comment il va s'adapter à cet environnement. Est-ce qu'il va s'imposer, comme il a su le faire ces 2 dernières années en formule de promotion? Est-ce qu'il va se prendre une raclée par Nico Hülkenberg, qui sort d'un dernier exercice très bon en Formule 1? C'est l'un des rookies qui m'intéresse le plus cette année, parce qu'on ne parle pas de lui, alors qu'il a pourtant des qualités qui semblent le destiner à une carrière brillante. Duo de pilote numéro 7. On va parler de Yuki Tsunoda et d'Isaac Hadjar. Ces deux-là m'intéressent beaucoup, pour une raison un peu différente des autres. Je veux bien sûr parler du contexte instable des pilotes chez Red Bull. Cette année, nous avons 3 pilotes de la famille du Toro ailé en fin de contrat. Hadjar et Tsunoda donc, mais également Liam Lawson, le coéquipier de Max Verstappen. Ils sont déjà tous sous pression, pour des raisons différentes. Yuki Tsunoda n'a pas réussi son entretien d'embauche pour monter chez Red Bull. Mais le train est-il vraiment passé pour autant? On a le sentiment que oui, parce qu'un pilote qui compte seulement 11 Grands Prix chez Racing Bulls a été promu à sa place quand même. C'est chaud. Mais si Lawson est à la rue, que Tsunoda fait une saison solide, que Red Bull joue le titre, mais que Verstappen a besoin d'un coéquipier plus fort, ne peut-on pas envisager une promotion de Tsunoda à un moment? Ce n'est pas inenvisageable à mon avis. Tsunoda paie sans doute en partie le divorce entre Red Bull et Honda, et on verra s'il souhaite le conserver à l'issue de la saison malgré ça. Quoi qu'il en soit, pour lui, il va falloir performer pour montrer au reste de la grille qu'il mérite sa place. Et il devrait être à son avantage face à un rookie comme coéquipier. Hadjar lui va avoir fort à faire également. Tsunoda est en place depuis très longtemps, il progresse chaque saison, et ce serait une énorme surprise s'il était à son niveau d'entrée de jeu. Mais pourtant, il devra impérativement se montrer costaud dès le début. Il est sous contrat pour 1 an seulement, et Helmut Marko a récemment qualifié Hervé Lundblad, l'un de ses concurrents pour le baquet, comme le jeune pilote de l'académie le plus talentueux depuis Verstappen. Il va donc falloir dépasser les attentes, et ça passe par un duel serré avec Tsunoda. Hadjar a peu d'expérience en Formule 1, mais il vient de conclure une saison de F2 de très haut niveau, et il connaît bien l'environnement Red Bull malgré tout. Il est quand même l'un des rookies avec l'une des situations les plus précaires, et pour continuer l'aventure en Formule 1, ça passera par de très bons résultats rapidement. Le 6e duo de pilotes mis à l'honneur est celui d'Esteban Ocon et Oli Berman. J'ai réalisé une vidéo au sujet de Haas il y a quelques jours, et je vous évoquais l'importance pour Ayao Komatsu de bien gérer cette relation. Vous l'avez souligné dans cette même vidéo, Haas a une cote de sympathie qui monte en flèche. Les résultats obtenus l'an dernier étaient bien supérieurs aux attentes. Le partenariat avec Toyota est très intrigant, et ils sont peut-être à un vrai tournant de leur histoire. Haas a une bonne base sur laquelle travailler. Ils ne vont pas sacrifier 2025, et ils ont un coup à jouer vu comme le championnat s'annonce serré. Pour ce faire, ils vont compter sur un duo super intéressant, avec comme point de référence Esteban Ocon. Il a quitté l'écurie qu'il fréquentait depuis 2020, et ce nouveau challenge chez Haas s'annonce passionnant. Il va pouvoir mettre à profit toutes ses années d'expérience dans le milieu de tableau, et son rêve, c'est certainement de les aider à décrocher leur premier podium. Qui sait, avec une opportunité de course, tout peut arriver. Il aura en face de lui Oli Berman, et lui m'intrigue beaucoup. Chaque fois qu'il a dû remplacer quelqu'un chez AC Ferrari, il a été étonnamment très solide. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner sur une saison entière? La logique voudrait qu'il soit derrière Esteban Ocon au départ, mais il a tellement surpris ces derniers temps qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec lui. Si la voiture marche bien, j'ai l'impression que ces deux-là peuvent en tirer quelque chose de solide, et j'ai hâte de les voir en piste. Duo de pilote numéro 5, George Russell, Kimi Antonelli. Pour eux, la dynamique de l'équipe est très claire sur le papier. Russell doit battre largement Antonelli, et si le contraire venait à arriver, ce serait une immense surprise. Mais au-delà de l'aspect performance, Mercedes a mis ses pilotes dans une situation contractuelle qui les maintient dans le flou quant à leur statut. Je vous l'expliquais dans une vidéo au sujet de Russell. Lui et Antonelli sont en fin de contrat cette année, et c'est quelque chose de rarissime pour une écurie de ce standing dans la Formule 1 d'aujourd'hui. Est-ce que Mercedes attend des nouvelles de Verstappen? Sans doute. Et ça place George Russell dans une position peu enviable. Il pilote dans une bonne équipe, qui pourrait avoir le meilleur moteur en 2026. Mais il n'est pas sûr à 100% de faire partie de l'aventure. En tout cas, ce ne sera pas le cas tant qu'il n'aura pas signé sa prolongation de contrat. Il devra prouver que la meilleure option chez Mercedes, c'est bien lui, et pas forcément Kimi Antonelli. Mais le problème pour lui, c'est que Kimi Antonelli est un pari sur le long terme. Même s'il ne dispose que d'une saison de contrat, c'est peu probable qu'il s'en aille au bout d'1 an. Si Toto Wolff a décidé de le placer là, c'est parce qu'il pense qu'il est une grande star de demain. Et il a conscience que l'apprentissage sera rude, parce qu'il va avoir beaucoup de pression. Il va devoir montrer qu'il n'est pas là par hasard. Et alors qu'il est le rookie qui dispose de la meilleure machine à sa disposition, tous les regards seront portés sur lui. Ce qui est sûr, c'est qu'il va devoir progresser, et se mettre au niveau petit à petit. Duo de pilote numéro 4, Verstappen-Lawson. Si j'ai décidé de placer les amis de chez Red Bull aussi haut, ce n'est pas par rapport à la dynamique entre les deux. En toute logique, comme il le fait depuis 2019, Verstappen va sans doute écraser son coéquipier. Même s'il faut évidemment laisser sa chance à Lawson, ce scénario va sans doute se produire. Ce qui est intéressant en revanche, c'est de voir comment Liam Lawson affronte ce défi. Il remplace Sergio Pérez, immense déception de la saison dernière, mais qui a malgré tout offert à Max Verstappen un certain confort.
Au-delà de ses lacunes évidentes, il a récolté quelques victoires, et pas mal de podiums quand même. Et ce n'est pas dit que Lawson réussisse à en faire autant. Il débarque dans un contexte Red Bull assez compliqué, terminé à la 3ème place au constructeur. Et à l'issue de la saison dernière, une question se posait. Est-ce que c'est Verstappen qui a surperformé, ou Sergio Pérez qui est complètement passé au travers? La réponse, c'est sûrement les deux. Mais c'est certain qu'avec un deuxième pilote plus costaud que Pérez, le titre constructeur aurait été beaucoup plus serré. Et bien sûr, il faut que Liam Lawson soit ce pilote-là. Quelqu'un qui agisse comme un vrai soutien de Verstappen, qui lui offre davantage de possibilités stratégiques, et qui réponde présent si jamais Max a un souci mécanique. Mais le problème, c'est qu'il n'a que 11 courses de Formule 1 dans les gants. C'est un pilote avec d'excellentes capacités d'adaptation. Il a été performant dans toutes les catégories où il est passé, Super Formula, DTM, Formule 2, et même chez AlphaTauri/Racing Bull, c'était pas mal compte tenu du contexte. Mais là, le défi est tout autre. Et pour s'inscrire dans la durée avec eux, il va devoir afficher de sacrées performances. Pour son coéquipier, je ne me fais pas trop de soucis. Verstappen, c'est un exemple de régularité ces dernières saisons. Il réalise des prouesses chaque année. On surveillera surtout le niveau de performance de sa voiture, qui doit afficher un bien meilleur visage qu'en deuxième partie de saison dernière. On regardera évidemment sa situation contractuelle, qui pourrait évoluer s'il sent qu'un meilleur projet peut s'offrir à lui sur la grille. En clair, certainement Aston Martin ou Mercedes. On arrive dans le top 3 les amis, et en 3ème position, on retrouve le duo Carlos Sainz-Alex Albon. Un duo de choc, baptisé Carbono par les principaux intéressés, qui vont tout faire pour ramener Williams au sommet. Sauf que ces deux-là risquent de connaître une saison compliquée. J'ai regardé les premières déclarations de Sainz devant les employés de Williams, et il avoue qu'il n'est pas là pour obtenir des bons résultats immédiatement, mais plutôt qu'il croit en la vision long terme des dirigeants de l'équipe. Sainz et Albon m'intéressent plutôt pour 2 raisons. Premièrement, ce duo fait partie des meilleurs de la grille, malgré le fait qu'ils aient terminé avant-dernier du championnat l'an dernier. Sainz sort de 4 saisons convaincantes chez Ferrari. Pas toujours parfaites, mais qui ont laissé une bonne impression générale. Alex Albon a porté Williams à bout de bras ces 3 dernières années. Sur les 53 points inscrits par l'écurie depuis 2022, il en a marqué 43, soit 81% du total. Il y a peu de pilotes sur la grille qui possèdent un tel bilan. Mais on est obligé de le dire, Albon a fait face à une concurrence relativement faible. Et c'est la 2e raison pour laquelle ce duo m'intéresse. Nicolas Latifi, on sait ce qu'il vaut. Logan Sargent, même chose. Franco Colapinto lui a offert un petit peu d'adversité, mais ça reste quand même en dessous. Là, il voit débarquer à ses côtés un gars d'un tout autre niveau. Quelqu'un qui a une grosse expérience dans le haut, dans le milieu et dans le bas de tableau, qui a su s'adapter partout où il est passé, qui est un vainqueur de Grand Prix. Recruter Sainz est un gros coup pour Williams, et on va enfin pouvoir voir ce que vaut Albon face à lui. Depuis son retour en F1 en 2022, je pense qu'il a bien progressé. Mais jusqu'où exactement? On va pouvoir se rendre compte du chemin parcouru. Petit mot sur Carlos Sainz quand même, que j'imagine réussir chez Williams, comme vous l'avez compris. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas roulé avec une voiture aussi faible quand même, et j'espère qu'il réussira à rester motivé malgré tout. On a vu certains pilotes perdre en motivation à la suite d'un transfert comme celui-ci, et on lui souhaite bien sûr de s'épanouir là-bas. Duo de pilote numéro 2, Oscar Piastri et Lando Norris. On a peut-être là le duo le plus homogène de la grille. Lando Norris est au sommet de sa carrière, puisqu'il vient de terminer vice-champion du monde. Quant à Oscar Piastri, sa saison 2024 est plutôt réussie, lui qui a décroché ses premiers succès en Formule 1. Ensemble, ils sont allés chercher le titre au constructeur pour McLaren. Et alors que la McLaren pourrait être, une nouvelle fois, la meilleure monoplace de la grille cette saison, eh bien ces 2 pilotes sont attendus au tournant. Lando Norris a été solide l'an dernier, mais c'était insuffisant pour battre un monstre comme Max Verstappen. S'il souhaite devenir champion du monde, il doit réussir à hausser son niveau de jeu dans les moments qui comptent. Ça se joue sur des détails parfois, des choix stratégiques un peu plus osés, des dépassements plus agressifs, une meilleure concentration. Tout ce que Max Verstappen réussit à mettre en place lui finalement. Lando Norris est un très bon pilote. Il est jeune, il peut encore progresser. Et si McLaren poursuit son évolution positive, il a toutes ses chances de devenir champion du monde cette saison. Ça, il faut en avoir conscience. Ce serait une belle récompense pour quelqu'un formé par l'écurie, qui croit en leur projet depuis le départ, et qui se sent comme un poisson dans l'eau là-bas. Le problème, c'est qu'il a en face de lui un pilote que McLaren estime beaucoup. Oscar Piastri a été moins bon que Norris en 2024, mais il a moins d'expérience. Et cette saison 2025 doit marquer une étape clé pour lui. Désormais, il n'est plus le jeune espoir censé briller d'ici à quelques années. Avec cette voiture, avec cette équipe, il doit se battre pour le championnat du monde. Il doit réussir à faire mieux que Norris, et je suis convaincu qu'il en a les capacités. Piastri doit lui aussi élever son niveau de jeu. Il y a eu quelques erreurs parfois l'an dernier, qu'on ne veut plus voir. Et que dire de ses performances en qualification? Norris l'écrase à ce niveau-là. En 2024, c'est 8 pole positions contre 0 quand même. Personnellement, je veux voir un vrai duel chez McLaren. Un duel avec un titre robot, pourquoi pas? Et en fonction de comment évolue la situation, Andrea Stella et sa bande devront mieux gérer la hiérarchie qu'en 2024, pour offrir à leurs pilotes une vraie chance de remporter le titre cette fois-ci. Mais pour ça, il faudra d'abord avoir une monoplace compétitive, et ce n'est pas gagné d'avance. Comment ne pas terminer cette liste par le duo de Ferrari, Charles Leclerc et Lewis Hamilton?
C'est de loin le meilleur duo de la grille sur le papier, et les attentes autour de la Scuderia sont énormes. En signant Lewis Hamilton, Ferrari a ramené tous les projecteurs sur Maranello. On l'a évoqué à plusieurs reprises sur la chaîne déjà. C'est logique qu'il y ait beaucoup d'attentes. Le pilote le plus titré de l'histoire de la discipline, dans l'équipe la plus prestigieuse, forcément ça attire les regards. Mais qu'en sera-t-il du duel en piste? Lewis Hamilton pourra-t-il tenir tête à Charles Leclerc, voire le battre? Lui qui sort d'une saison assez compliquée chez Mercedes. Si la voiture est la meilleure de la grille, est-il capable de se battre pour le titre, une fois de plus? Et Charles Leclerc dans tout ça? Il est là depuis 2019. Et on s'attend logiquement à ce qu'il soit devant Hamilton au départ, puisqu'il va connaître une période d'adaptation, forcément. Il y a tellement de choses à regarder du côté de Ferrari cette année, ça fait tourner la tête. Et je ne sais pas vous, mais pour moi c'est très difficile d'imaginer un dénouement. Je vous l'ai déjà dit, je m'attends à ce que Charles Leclerc soit un petit peu au-dessus au départ. Mais je n'ai aucune idée de ce que ça va donner sur le long terme. Combien de temps la période d'adaptation d'Hamilton va-t-elle durer? Est-ce que ce sera longtemps, ou alors est-ce qu'il va tous nous choquer et être au top niveau dès le début? J'ai hâte d'être au premier Grand Prix pour voir tout ça. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. Je veux absolument avoir votre avis en commentaire sur tous ces duos de pilotes. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ma liste ou alors pas du tout? Dites-moi tout ça et je lirai ça attentivement. Avant de se quitter, comme d'habitude, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner pour le référencement et la visibilité, c'est super important. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.